Lorsque Boris Eltsine était président de la Russie dans les années 1990, ils étaient très clairs sur l'expansion de l'OTAN. Pendant les 3 décennies qui ont suivi, les gens disaient « Nous pouvons continuer à étendre l'OTAN. Ils ne vont jamais réagir, ils bluffent. » Maintenant, nous en sommes au point où ils menacent réellement d'utiliser des armes nucléaires. Ces mêmes personnes, ces soi-disant génies qui nous ont mis dans ce pétrin au départ, disent « Nous n'avons pas à nous inquiéter, ils bluffent. » Bonjour à tous, ici Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, je fais une mise à jour avec James Corden, journaliste et ancien conseiller de la Commission présidentielle bilatérale États-Unis-Russie sous le président Obama. Il est actuellement membre du conseil d'administration du Comité américain pour l'accord États-Unis-Russie. James a récemment écrit plusieurs articles qui méritent d'être lus et discutés, notamment sur le mouvement incessant de la politique américaine et occidentale envers l'Ukraine et la Russie, qui nous rapproche d'un échange nucléaire potentiel. James a également récemment observé les élections du Parlement européen en Hongrie. C'est de cela que nous voulons parler. James, bienvenue. Commençons par la Hongrie. Vous étiez là pour observer les élections. Comment avez-vous perçu l'ambiance en Hongrie? Orbán a perdu un peu de soutien par rapport à la dernière élection. Quelle est votre interprétation de cela? Oui, son parti a perdu environ 10 points de pourcentage par rapport à la dernière élection. Mais il a perdu ses points non pas au profit d'un adversaire de gauche, mais de quelqu'un qui était autrefois un très proche associé. Donc je pense qu'une lecture juste de l'humeur publique pourrait être un peu d'épuisement à son égard parce qu'il est là depuis 14 ans, mais cela n'indique en aucun cas un problème idéologique plus large. Les gens à qui j'ai parlé sont fatigués de la guerre et des sanctions. Dans ce pays, compte tenu de son histoire, Poutine, Zelensky et Biden sont tous également impopulaires. Les Hongrois ont eu leurs propres problèmes avec le traitement de la minorité hongroise en Ukraine. La Russie n'est pas exactement populaire là-bas non plus. Certaines personnes ont estimé qu'Orbán était un peu trop franc concernant ses opinions sur la guerre. Mais dans l'ensemble, la position, qui est une position pro-diplomatique, pas nécessairement pro-russe, a un certain soutien. Donc son parti a pris un petit coup, mais j'imagine qu'il est en assez bonne forme autrement. Oui, et il est important de dire qu'il s'agissait des élections du Parlement européen. Elles n'ont aucune influence sur la politique nationale, n'est-ce pas? Cela ne va en rien changer le Parlement hongrois. C'est plutôt un indicateur. C'est exact. En même temps, la Hongrie était unique cette fois-ci car elle organisait également des élections municipales. Donc voilà où nous en sommes. Je pense que les résultats globaux des élections européennes indiquent une large insatisfaction vis-à-vis du consensus transatlantique pro-guerre. C'est l'un des problèmes qui a conduit à leur popularité en Europe. L'autre problème, bien sûr, est la large insatisfaction concernant la migration. Donc ces deux questions, la guerre et la migration, sont vraiment au cœur de la conversation en Europe en général. Oui, et nous pouvons également voir en Allemagne à quel point le pays est assez divisé dans la manière dont ils ont voté entre les anciens États d'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Beaucoup de choses ressortent maintenant. Et en France, M. Macron a annoncé qu'il dissoudrait le Parlement. C'est une décision vraiment étrange, à moins qu'il ne veuille plus gouverner avec une majorité et préfère laisser Mme Le Pen entrer. Avez-vous une interprétation de pourquoi Macron a décidé de dissoudre le Parlement français, ce qu'il n'était pas obligé de faire?
C'était son choix. Oui, c'est son choix. Je pense que votre interprétation est correcte. En France, ils ont une sorte de super-présidence, n'est-ce pas? Le gouvernement tel qu'il a été conçu sous Charles de Gaulle vers 1958-59 donne au président une énorme quantité de pouvoir. Donc cela n'affecte pas personnellement la position de Macron. Mais ça pourrait en fait être une décision assez sage de sa part de laisser les gens voir si le Rassemblement national peut réellement gouverner. Il se pourrait qu'une fois au pouvoir, il devienne moins populaire. Mais je suppose que nous verrons. C'est vrai. En France, ils ont un terme pour désigner la situation où le président et le premier ministre sont de deux partis différents. La cohabitation. Cette situation ne rend pas le président impuissant de la même manière qu'aux États-Unis, lorsque le Congrès est contrôlé par l'autre parti. Le président français a plus de pouvoir que le premier ministre, à bien des égards. Cependant, cela rend la gouvernance en général très difficile. C'est peut-être le but, avoir 3 ans de plus et laisser le Rassemblement national entrer et faire face aux défis. Macron lui-même n'est de toute façon pas candidat à la réélection. Je pense oui. Il se pourrait que ce qui m'est venu à l'esprit en entendant cette annonce était bien sûr, étant américain, ce qui s'est passé au début des années 1990 aux États-Unis. Bill Clinton a été élu en 1992 avec un pourcentage minoritaire du vote populaire. En 1994, Newt Gingrich et les républicains sont arrivés, et cela a fini par être peut-être la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la présidence de Clinton. Après 2 ans de M. Gingrich, Bill Clinton a triomphé en 1996. Il se pourrait que ce genre de choses ait été dans l'esprit de Macron. Mais bien sûr, comme vous le dites, il ne se représente pas. Donc cela pourrait avoir été pour entraver les chances de Le Pen. C'est une proposition risquée, mais je suppose que nous verrons. Oui, c'est un pari de sa part. Mais ce que nous pouvons dire des élections parlementaires de l'UMLB, c'est que les partis au pouvoir, dans l'ensemble, n'ont pas très bien réussi. Il y a beaucoup de mécontentement en Europe. Je pense qu'une grande partie est liée à la guerre. Vous avez écrit à ce sujet dans 3 articles différents, qui sont liés dans la description. Comment expliquez-vous cela en ce moment, alors que la guerre en Ukraine tourne indéniablement contre l'Ukraine et qu'il est évident que la Russie a le dessus? Même les médias grand public le rapportent. Pourquoi est-ce que la rhétorique la plus belliqueuse des États-Unis et de la France sort maintenant? Ils parlent de frapper le cœur de la Russie avec des missiles fournis par l'OTAN et la France discute de troupes au sol. Comment expliquez-vous cela? Je ne peux pas. Je suis stupéfait que maintenant, 28 ou 29 mois après le début de la guerre, nous puissions entrer dans sa phase la plus dangereuse. Il y a une réelle possibilité qu'elle devienne internationalisée et se transforme en conflit mondial. J'ai été stupéfait par la rhétorique belliqueuse de Macron. Je ne suis pas tellement surpris par la rhétorique belliqueuse venant de Washington, mais elle semble nettement plus imprudente qu'il y a quelques mois, lorsqu'il est devenu clair que le cours de la guerre tournait en faveur de la Russie. Donc je pense que nous entrons, malheureusement, dans une période d'extrême incertitude, d'instabilité et en effet de danger, surtout si Biden suit les conseils des républicains à la Chambre. Il y a une personne du nom de Michael McCaul, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. McCaul appelle les États-Unis à permettre à l'Ukraine de frapper encore plus profondément en Russie. Ce que vous avez ici à Washington, c'est un véritable déni de la réalité.
C'est extrêmement dangereux. C'était l'un des sujets que j'ai abordé dans un article pour l'Institut Quincy. La rhétorique venant de la Russie est tout aussi insensée. Ils ont émis des menaces d'utiliser leurs armes atomiques presque chaque semaine ces derniers temps. J'aurais espéré il y a quelques mois que nous pourrions être. I would have hoped a few months ago that we would have been sitting here in the summer of 2024 with the election actually not too far away now. En fait, il n'y a pas si longtemps, nous aurions parlé de la façon dont cela se termine. Mais cela ne semble pas se terminer du tout. Il semble entrer dans une période nouvelle et plus dangereuse. Il existe des interprétations selon lesquelles il s'agit de la phase d'ouverture de véritables négociations qui pourrait bientôt avoir lieu. Les deux parties essaient de faire monter les enchères pour augmenter le niveau de menace et avoir une meilleure position de départ pour les négociations. Les États-Unis, en particulier, essaient de paraître plus imprévisibles et donc plus dangereux. Du côté russe, nous avons des personnes comme Karaganov qui disent ouvertement qu'ils doivent effrayer les Européens et les Américains. Ils doivent comprendre que c'est réel et que l'annihilation nucléaire mutuelle est sur la table. Je veux dire, il y a ces faucons. Et apparemment, aux États-Unis, nous avons... Je n'entends pas cette rhétorique. C'est la chose des États-Unis. Je n'entends pas la rhétorique selon laquelle nous devons prendre l'annihilation nucléaire au sérieux. Ce que j'entends, c'est plutôt que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter des armes nucléaires. Les Russes ne le feront jamais. Par conséquent, frappons-les simplement. Ils bluffent de toute façon. Surtout, Jeffrey Sachs a été très vocal en disant que c'est de la folie. Nous devons prendre ces menaces au sérieux. Vous êtes l'une des personnes qui a dit que nous devons prendre ces menaces au sérieux. Que pensez-vous de ces interprétations selon lesquelles c'est peut-être juste une façon insensée de commencer des négociations? Je pense que c'est trop malin. Cela donne aux gens à Washington un peu trop de crédit concernant l'idée que c'est un bluff. Nous avons déjà entendu tout cela. Entre 2014, lorsque cette guerre a réellement commencé, et l'invasion principale de la Russie en février 2022, tout ce que vous entendiez, à l'exception des 2 dernières semaines avant que les Russes n'entrent réellement, c'était que les Russes bluffaient. L'administration Biden et la communauté du renseignement indiquaient et divulguaient aux journaux que c'était en fait assez sérieux. Pendant ces 8 années, les gens disaient à des gens comme nous, « Non, les Russes n'envahiront jamais. Les Russes bluffent. Nous pouvons faire ce que nous voulons en Ukraine. » Ils ne vont jamais le faire. Eh bien, devinez quoi? Ils l'ont fait. Donc je pense que cette idée que nous avons cette habitude de ne pas prendre ce qu'ils disent au pied de la lettre, ou même au sérieux, n'a pas vraiment bien fonctionné. Avant 2014, à partir du moment où Boris Eltsine était président de la Russie, dans les années 1990, ils étaient très clairs sur l'expansion de l'OTAN. Et pendant tout ce temps, pendant les 3 décennies de cette époque à aujourd'hui, les gens disaient « Nous pouvons continuer à étendre l'OTAN, ils ne vont jamais réagir, ils bluffent. » Alors maintenant, nous en sommes au point où ils menacent réellement d'utiliser des armes nucléaires. Et ces mêmes personnes, ces mêmes génies qui nous ont mis dans ce pétrin en premier lieu, disent que nous n'avons pas à nous inquiéter parce qu'ils bluffent. Il me semble que nous jouons avec le feu. L'Occident joue avec le feu, et les Européens ne semblent pas non plus prendre cela au sérieux. Cela me surprend encore plus parce que c'était parfaitement clair pendant la guerre froide, et c'est clair maintenant aussi. Avant que Moscou n'anéantisse Washington et que Washington n'anéantisse Moscou, ce seront Paris, Berlin, Varsovie et d'autres villes qui brûleront. C'était très clair.
Une guerre nucléaire limitée serait toujours une guerre nucléaire continentale européenne. Et cette fois-ci, les Européens semblent être contents de cela. Ils sont comme, oui, faisons-le. They seem to be happy with that. They're like, yeah, let's do it. I mean, they don't have any. Je veux dire, ils en ont pas. C'est une situation politique très similaire à celle d'ici, où ils n'ont vraiment pas de leader de qualité. Nous n'en avons certainement pas. Pendant le sommet de la guerre froide, au moins, il y avait des gens comme le président de Gaulle qui comprenaient que les États-Unis, dans un échange nucléaire, n'allaient jamais échanger New York ou Washington contre Berlin ou Paris. C'était toute la raison pour laquelle il a décidé d'obtenir sa propre dissuasion. Donc vous savez, c'est un jeu très très dangereux auquel il joue, et il semble n'y avoir aucun intérêt pour un règlement diplomatique, en dehors de quelqu'un comme Viktor Orban et le Premier ministre de Slovénie, qui a été récemment abattu. Ce ne sont pas exactement des figures majeures, dirigeant des puissances majeures. Je veux dire, ils sont un peu... Ils ont raison, bien sûr. Mais là où se trouve le pouvoir, on voit très peu de bon sens en action. Presque rien, en fait. Une chose qui va se passer le week-end prochain, ce qui ne m'enthousiasme pas, mais que je trouve tout de même intéressant, c'est ce sommet pour la paix en Suisse. C'est un nom stupide dès le départ. C'est la 5e réunion de ce format de Copenhague, qui consiste essentiellement à faire pression sur la communauté mondiale pour qu'elle accepte la formule de paix de Zelensky, qui est essentiellement une formule pour la reddition de la Russie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura quelques participants qui ne correspondent pas à ce récit. L'un d'eux est la Hongrie qui sera présente. Et j'ai parlé au conseiller politique de Viktor Orban, Balázs Orbán, et il a dit: écoutez, nous soutenons tout ce qui pourrait mener à la paix à un stade ultérieur, n'est-ce pas? Et cela pourrait en être un. Nous ne savons pas, mais cela pourrait mener à quelque chose. Une délégation indienne sera également présente. S'ils veulent un communiqué conjoint à la fin, il doit être atténué. Je ne pense pas que les Indiens ou les Hongrois apposeraient leur signature sur quelque chose qui appelle à une reddition totale de la Russie, en ignorant tous les événements qui se sont déroulés sur le champ de bataille au cours des derniers mois. Donc, c'est mon seul espoir qu'une position de négociation qui pourra être utilisée plus tard pour négocier avec les Russes en ressorte. Avez-vous des espoirs similaires? Ou comment voyez-vous cette réunion la semaine prochaine? Je trouve simplement le concept d'une conférence de paix sans la présence des deux belligérants déroutant. Donc, je n'ai aucune attente que quelque chose de significatif en ressorte. Cela va être un autre forum international pour que Zelensky fasse ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire haranguer l'Occident et émettre des déclarations de chantage moral. Et vous savez, il en tirera plus d'argent. Le discours que nous connaissons déjà. D'accord. Donc non, je n'ai aucune attente pour la prochaine conférence. En même temps, vous avez également écrit sur une ONG ukrainienne liée au département d'État qui crée une autre liste d'ennemis de l'Ukraine. Il existe déjà plusieurs listes de ce type. Et nous connaissons des cas où des personnes inscrites ont ensuite été éliminées, comme la fille de M. Dugin, Daria Dugina. Mais c'est une liste différente. Maintenant, il y a encore une autre liste que les Ukrainiens ont créée avec des Américains dessus. Cela semble très inquiétant. Pour exasperons be trace speech bra. Oui, j'en ai entendu parler dans un rapport d'un de mes collègues de l'American Conservative. Cela semble être encore une de ces listes médiatiques. Cela fait partie du nouveau complexe de désinformation, où il crée des sites web complexes reliant toutes sortes de personnes.
Tout cela est censé être une conspiration, impliquant que nous recevons tous des ordres du Kremlin. Je pense que c'est généralement l'idée. Il publie ces listes tous les 6 mois environ. La liste dont vous parlez, qui incluait la fille de Dugin, était, je pense, la toute première. I think the very first one, and that was even more alarming. Et c'était encore plus alarmant parce que ça semble être une affaire médiatique. Cette autre liste qualifiait des gens de terroristes et appelait à leur élimination. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que si vous creusez un peu dans ces affaires, vous découvrirez qu'il y a un financement pour ces choses venant de l'Occident, généralement des États-Unis. C'est devenu la méthode opératoire de ces gens. Ils ne sont pas intéressés par un quelconque débat. Ils attaquent simplement le caractère de leurs critiques. Nous avons affaire à cela depuis de nombreuses années maintenant. Cela atteindra son paroxysme une fois qu'il deviendra clair que les Ukrainiens ne vont pas récupérer ces terres. That land back, they're not going to win this war, and indeed, it could go from bad to worse. What is interesting is that, and this has been Ce qui est intéressant, et cela a été largement ignoré, mais Reuters en a parlé, c'est que Poutine, par l'intermédiaire d'émissaires, a exprimé son intérêt pour des pourparlers. Cependant, il semble n'y avoir aucune réciprocité de la part de l'Occident. There seems to be no reciprocation. He has said so actually time and again, and he's even said. Il l'a dit à maintes reprises, et il a même mentionné sur quoi cela pourrait se baser. Cette base est l'accord d'Istanbul. Il l'a réitéré il y a environ 2 semaines. Bien sûr, il faudrait tenir compte des réalités actuelles, mais pour lui, Istanbul n'est pas mort. C'est assez clair, du moins à mon avis. Il a mentionné cela dans l'interview avec Tucker Carlson et encore il y a 2 semaines. C'est en fait un point de départ très généreux si on y pense, car les termes qui y figurent, comme nous le savons maintenant, grâce à une analyse de Sergei Dachenko et de son collègue, ont été favorables. Bien sûr, ce serait le point de départ et non la fin. Of course, this would be the starting point and not the end. But I don't understand. Mais je ne comprends pas. Je comprends que les néoconservateurs aux États-Unis veulent une victoire totale et rien de moins. Ils veulent voir Poutine à la haie ou mort et la Russie divisée en 15 États successeurs. Ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais il doit y avoir plus de gens aux États-Unis qui veulent mettre fin à cette guerre, non? Surtout les démocrates. Les codes de popularité de Joe Biden sont abominables en ce moment. Même les poursuites judiciaires contre Donald Trump ne parviennent pas à écarter Trump. Alors, n'y a-t-il pas tout un groupe qui doit être intéressé, pour des raisons pratiques et électorales, à mettre fin à cela? On pourrait l'espérer, mais je ne l'ai pas vu. Je ne pense pas que ce soit le cas. En ce moment, c'est essentiellement devenu plus tribal. Vous êtes soit dans l'équipe rouge, soit dans l'équipe bleue, et c'est tout. Je ne pense pas que ce sera une élection axée sur les enjeux. Je pense que ce sera vraiment un référendum sur le fait de rester avec un gars ou de reprendre l'autre gars. Et c'est tout. Le seul candidat qui parle de la guerre est Kennedy, qui a très peu de chance. Je pense qu'il est généralement environ 10% dans les sondages. Il semble être sur beaucoup de bulletins de vote, mais en dehors de cela, c'est très faible. Non, je ne pense pas que la guerre soit dans l'esprit de beaucoup de gens aux États-Unis, pour être tout à fait honnête. Si vous comparez l'importance de la guerre en Ukraine par rapport à la guerre à Gaza, laquelle pensez-vous a le plus d'impact sur l'esprit des électeurs en ce moment? Oh, Israel-Gaza, no question about it. It's not even close. Oh, Israël-Gaza, sans aucun doute. Ce n'est même pas comparable des deux côtés, pour et contre. L'opposition va causer à Biden des problèmes significatifs pour sa réélection. En dehors de peut-être février 2022
et tout au long de l'été, la guerre en Ukraine a attiré beaucoup d'attention des Américains. Mais une fois que le 7 octobre est arrivé, oubliez ça. C'est Israël-Gaza tout le temps. Dans le cas où un électeur américain pense à la politique étrangère, il n'y en a vraiment pas beaucoup pour commencer. Actually, there aren't really that many of them to begin with. So It's a really bizarre moment because the likelihood of Israel-Gaza. C'est un moment vraiment bizarre, car la probabilité que le conflit Israël-Gaza se transforme en crise nucléaire est presque nulle. Cependant, avec la guerre Ukraine-Russie, il y a une chance. La Russie est la plus grande puissance nucléaire. Qui a le plus de têtes nucléaires, la Russie ou les États-Unis? Je pense que c'est la Russie en fait. Alors, pourquoi sommes-nous, en tant qu'êtres humains, si mauvais pour calculer les risques? yeah, yeah, I don't know. I mean, Ouais, je ne sais pas. Je veux dire, eh bien c'est la question. On pourrait espérer ou s'attendre à ce que la classe dirigeante américaine soit consciente de ces risques. Mais il ne semble jamais se lasser de repousser les limites et de prendre des risques insensés. Je pense que c'est en grande partie parce que nous sommes si isolés et éloignés. Nous n'avons pas eu l'expérience de combattre sur notre sol depuis 1861 à 1865. À l'exception de Pearl Harbor, qui était une attaque à Hawaï, à l'autre bout du monde, et des attaques du 11 septembre, nous ne l'avons pas vraiment vécu. And the attacks on 9/11, we haven't really experienced it. So we're very remote, and that's reflected in. Nous sommes donc très éloignés, et cela se reflète dans les priorités de l'élite américaine. Mais c'est très imprudent. Notre genre de provocation imprudente à l'égard de la Russie est un véritable écart par rapport à la manière dont les présidents américains traitaient leurs homologues soviétiques pendant la guerre froide. Aucun des dirigeants des deux camps ne voulait avoir affaire à cela. Cette approche s'est progressivement érodée au point que tout le monde ici en ville semble penser que les Russes bluffent et qu'il pourrait être intéressant de les appeler à leur bluff. Je ne le vois pas de cette façon, mais je suis en minorité ici. I don't see it that way, but I'm a minority of a minority of minority here. Oui, les enjeux sont incroyablement élevés. Je ne sais pas. J'ai lu des rapports, mais je ne suis pas sûr de pouvoir leur faire confiance. Il y a des discussions entre les Russes et les Cubains sur le fait que la Russie enverrait réellement quelques navires. Ils essayent de faire comprendre aux États-Unis à quel point c'est dangereux en s'approchant de Cuba. Tu sais quelque chose à ce sujet? Je me souviens juste avoir lu quelque chose dans ce sens. Mais cela me semblait trop bizarre, trop fou pour penser que les Russes feraient réellement cela. Et je pense avoir vu le même rapport, mais j'ai eu la même impression que vous. J'espère qu'ils ne sont pas sérieux. S'il y a un moyen pour eux d'intensifier cela, ce serait d'essayer de rendre l'appareil aux États-Unis, ce qui ne plaît pas aux grandes puissances. Cela ne plaît pas du tout. Y a-t-il quelque chose que vous surveillez cette semaine dans les nouvelles internationales et qui, selon vous, aura un impact sur l'avenir immédiat? Eh bien, je pense que je suis intéressé de voir comment les coalitions au sein de Bruxelles vont émerger. Nous avons le commissaire aux affaires étrangères de l'UE, Joseph Borrell, qui ne revient pas. Il sera donc intéressant de voir dans les semaines à venir qui le remplacera à ce poste. Certains des candidats incluent le Premier ministre de l'Estonie et pire encore, le ministre polonais des Affaires étrangères, Radek Sikorski, qui est apparemment un autre candidat de premier plan. De notre point de vue, puisque nous nous soucions de l'avenir de la planète et de la fin de la guerre, il serait probablement le pire candidat. Pour être candidat à ce poste, je pense que l'une des exigences est que vous n'ayez jamais entendu parler du mot diplomatie, que vous ne puissiez pas l'épeler, ni interagir de manière significative avec lui.
meaningfully interact with it. Donc c'est ce que j'ai à l'œil. What I have an eye on. Okay. D'accord. Thank you very Merci much. beaucoup. That was a very C'était une mise à jour très utile, James. Je mettrai le lien vers vos essais dans la description. Pour les personnes qui veulent vous suivre, quel est le meilleur endroit pour le faire? Where's the best place to follow you? Go to Allez sur The American Conservative ou the American Committee for US-Russia Accord à accord.org. James Carden. James Carden, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Thank you.